On a parlé avant de concurrence. Dans ce webcast, on va faire une expérience et on va creuser la gestion de la concurrence avec les EJB et ça va nous donner l'opportunité de parler de cet outil Apache JMeter. Donc, je vais d'abord revenir dans le code. On a ici notre singleton qui implémente la base de données en mémoire, qui gère un compteur pour chaque type d'objet métier et puis qui incrémente ces compteurs au moment où on fait l'ajout de l'objet métier. Question, c'est est-ce que cette méthode ici, elle est safe et est-ce que tout se comporte correctement? Qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Imaginons qu'on a plusieurs threads qui sont actifs en même temps et qui rentrent dans cette méthode en même temps. On pourrait imaginer que qu'un premier thread incrémente le compteur, qu'un deuxième en même temps fasse la même chose, et puis que les deux ajoutent face put avec la même valeur de compteur. Donc on voit assez facilement que si la concurrence est mal gérée, on pourrait finalement perdre des informations à cause de ce compteur ici. Question, c'est j'ai écrit ce code, je commence à utiliser les EJB, comment est-ce que je sais ce qui va se passer? D'un point de vue théorique, et ensuite, est-ce que je peux en avoir la preuve en faisant certains types de tests? Alors, d'un point de vue théorique, la façon de répondre à cette question, si on veut vraiment avoir tous les détails, c'est d'aller dans la spécification. Donc là, je suis dans la spécification des EJB. Et j'ai une partie de la spécification qui va me parler de la gestion de la concurrence avec les Singleton Session. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faudrait que je lise ces quelques pages, que je les étudie. Et en regardant en lisant ces pages, c'est là où je me rends compte que je peux contrôler de manière assez fine. J'ai différents types de verrous que je peux utiliser. Et puis j'ai un comportement par défaut. Donc si je n'utilise pas d'annotation spéciale, eh bien le comportement devrait être celui qui est spécifié dans ces pages où on a à chaque fois des valeurs par défaut. Pour le moment, je ne sais pas encore quelles sont ces pages. Donc, en lisant l'aspect, là, vous avez tous les détails. Il y a une autre source d'information, c'est dans le tutoriel Java EE, où vous avez du code, et puis où on vous parle aussi de la concurrence, et vous voyez qu'il y a un peu moins de texte, donc vous n'avez pas absolument tous les détails. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un exemple, ça je vous encourage à aller le voir. Il est très intéressant. On voit ici les différents types de verrous. Donc, ça c'est d'un point de vue théorique, et si je regarde le code, bien effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que par défaut, le serveur d'application va s'assurer qu'on a un seul thread qui est actif à la fois dans cette méthode, et donc je ne risque pas d'avoir de problème de concurrence. Si je veux m'en convaincre, une chose qui est utile, c'est de faire un test avec JMeter. Donc JMeter, c'est un outil que je vais pouvoir utiliser pour simuler une charge sur un système. Alors je ne vais pas aller dans tous les détails, je vais juste vous montrer une utilisation très très simple ici. L'idée, c'est d'abord qu'on va travailler dans un thread group, donc ça va représenter une population d'utilisateurs.
Vous pouvez lui dire ici combien d'utilisateurs concurrents vous voulez simuler. Vous pouvez lui dire, je vais définir un scénario, donc combien de fois chaque utilisateur virtuel va faire le scénario. Et puis vous pouvez dire ici, ben, mes utilisateurs concurrents, ils ne vont pas tous démarrer en même temps, mais le démarrage va se passer sur 10 secondes. À l'intérieur, on va pouvoir faire des actions. C'est ce que Gmeter ici appelle des samplers. Donc c'est quelque chose qui va émettre une requête. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de protocoles applicatifs qui sont supportés. Nous, évidemment, ici, on va utiliser des requêtes HTTP. Alors, je l'ai préparé ici. Et puis, vous voyez que à chaque itération, je fais une requête vers cette URL, vers un servlet de mon application, sur le port 8080, sur ma machine locale. On pourrait évidemment faire la même chose sur l'application déployée dans l'environnement Docker. Et puis ce que j'ai ici, c'est un des viewers, des listeners, pardon. Vous voyez qu'il y en a toute une série ici qui va me permettre d'afficher les résultats. Là, j'ai envie de pouvoir voir les réponses, mais vous avez aussi après d'autres listeners qui vous affichent des statistiques sur les temps de réponse. Souvent, quand on utilise Gmeter, c'est aussi pour avoir des idées sur les performances et pas seulement sur est-ce que le code il est correct. Donc, si je lance ce script, eh bien, il va lancer 20 utilisateurs virtuels en parallèle qui chacun vont faire 20 requêtes vers l'application. Si je viens dans le servlet ici et que je regarde mon code, donc on retrouve de nouveau ici l'injection d'une dépendance sur la base de données. Et puis ce que je fais, c'est que j'enregistre la société, je reçois l'identifiant et puis je retourne ça au client. Donc si tout se passe bien, ce que je devrais avoir, c'est 400 réponses. Et ces réponses devraient avoir des identifiants allant de 1 à 400 ou de 0 à 399. Alors on va faire le test. Je peux lancer le script ici. Et puis si on regarde ce qui se passe, ben on voit ici qu'on a nos requêtes qui ont été faites. Le travail est terminé. On a ici le débit, on a les temps de durée maximale. Et puis, si je viens dans la tree view, on voit qu'on a les réponses. Alors, ce n'est pas une façon optimale de faire les choses, puisque là, je vérifie à la main. Le mieux, ce serait de poser des assertions ou d'écrire un script qu'il fasse, mais là, le but, c'est de vous faire une première démonstration relativement simple. Donc là, visiblement, ça a l'air de bien se passer, ou en tout cas, on n'a pas réussi à mettre en évidence un problème. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire, on ne peut pas être sûr à 100% que notre code il est safe, surtout que le code il est très très court ici. Donc, est-ce que vraiment on a créé une situation de concurrence? On n'est pas complètement sûr. Donc, ce qu'on peut faire ici, pour faire un deuxième test, je peux simuler un temps de traitement long en mettant le thread en pause pendant une demi-seconde. Et en faisant ça, eh bien, évidemment, je vais augmenter le risque de collision. Donc, si j'enregistre ça et que
je le lance. Si je reviens dans JMeter, donc on va regarder ici. Là, on avait un throughput de 42 requêtes par seconde. Je vais effacer les statistiques et je vais relancer mon test. Vous voyez, c'est intéressant. Ici, on voit que le throughput, il est passé de 42 secondes à 42 requêtes par seconde à 2 requêtes par seconde. Le temps de réponse moyen, il augmente aussi. Ben, ça, évidemment, c'est dû à notre code de pause. Si je vais dans l'arbre des résultats, ben, pour le moment, ça a l'air de se comporter correctement. On voit qu'on n'a pas de saut dans les identifiants. Et puis, ça a l'air de se passer correctement. Là, on est à 118, 119, 121. Je vais poser. Voilà, alors je reprends. J'avais mis en pause l'enregistrement du webcast. On a maintenant nos 400 requêtes qui ont été envoyées. Vous voyez que le temps de traitement moyen d'une requête, il est monté à 1 seconde. Donc on est bien au-delà de la demi-seconde de pause. Pourquoi est-ce qu'on observe ça? Ben, puisqu'on a des mécanismes qui protègent les accès concurrents, ben, on a des requêtes qui sont mises en attente et puis avec le trafic qui augmente, on a les queues qui s'allongent, hein. Donc c'est pour ça qu'on a cette valeur ici. Donc le throughput ici, il est à 2 requêtes par seconde et on va faire un autre test après. Si je reviens et que je regarde tout en bas, la dernière requête, elle a retourné 400. Donc en regardant rapidement, j'arrive pas à identifier de soucis. Donc visiblement ici, le comportement par défaut semble prouver que, ou valider que on est protégé des risques de concurrence. On va faire une autre expérience et puis on va utiliser maintenant une annotation que vous retrouvez ici. Vous voyez que sur des méthodes, on peut spécifier différents types de lock. Par défaut, parce qu'on n'a rien mis, il met un lock d'écriture sur notre méthode. Cette méthode, comme toutes les autres méthodes, elle est protégée par un lock en écriture, un verrou en écriture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le comportement par défaut. Et puis on va dire, ah non, j'estime que pour cette méthode, un verrou en lecture serait suffisant. Alors je vais enregistrer ça. Je vais relancer mon application. On regarde, hein, donc là on a notre throughput de 2 secondes. J'efface tout. Et je relance. Ah, c'est intéressant. On voit que notre throughput, il augmente sensiblement. Hein, donc il y a plus de requêtes qui peuvent être traitées en parallèle. Ça veut dire qu'on a écrit du code qui nous a fait gagner des performances. C'est vraiment super. On voit que là, on est déjà presque au bout, hein. Avant, ça allait beaucoup plus lentement. Et donc, on va avoir nos résultats qui sont disponibles ici. Il est bientôt au bout. Et voilà, il est ici. Alors, si je regarde mes résultats, ah mais c'est bizarre. Ah, tiens, j'ai des trous.
Ah, ok, d'accord. Et le dernier, je suis à 316. D'accord. Donc, oui, j'ai été capable de traiter plus de requêtes en parallèle, sauf que en introduisant cette annotation ici et en disant au container, écoute, cette méthode ici, elle n'a pas de code critique. Je ne vais pas modifier l'état du singleton dans la méthode. Hein. J'ai menti, puisque évidemment ici, avec cette ligne, je modifie l'état du singleton. Donc je crée une section critique. Donc évidemment, ça, c'est pas quelque chose que je peux mettre. Je pourrais utiliser ça pour d'autres méthodes. Et puis là, ça me permettrait d'optimiser les performances. Mais par défaut, on a une politique qui va nous protéger. Et donc, par défaut, on a ce verrou Bright. Deux choses à retenir. La première, ben, c'est que les OJB, c'est des types de composants particuliers et c'est le container qui va s'assurer que les threads peuvent les utiliser de la manière qui est spécifiée. Je ne vais pas devoir utiliser les mots-clés synchronize, je ne vais pas gérer la concurrence moi-même avec du code que j'ai écrit. Je vais simplement déclarer le comportement que j'attends avec ce genre d'annotation. Ça, c'est une chose. Mais chose la plus importante, c'est que si vous voulez mettre en évidence ce genre de souci et confirmer le comportement théorique, vous devez utiliser des outils. Alors, ici, j'ai utilisé JMeter, qui est un projet Apache open source. Ça, c'est une façon de faire. On peut aussi faire ces scripts à la main, en Java, en JavaScript, et envoyer une charge. Mais ce qui est important, c'est que ces soucis que j'ai mis en évidence ici, le fait que j'ai des données qui ont été perdues et j'ai des clients qui se sont marchés sur les pieds, j'aurais jamais pu mettre ça en évidence si j'avais testé localement et puis si j'avais accédé à ma page compagnie servlet comme ça à la main, parce que là, j'aurais jamais été capable de créer de la concurrence. Donc, pensez toujours quand vous développez des applications de faire du code, peut-être d'écrire, vous avez peut-être l'habitude déjà d'écrire des tests unitaires ou des tests d'intégration pour votre code, mais pensez à ces aspects non fonctionnels, écrivez des scripts relativement vite pour pouvoir les protéger, et puis pensez à la chose suivante. Ici, ce que j'ai fait, j'ai écrit un test pour confirmer ce que j'avais compris d'un point de vue théorique. Maintenant, imaginez que je suis un bon développeur et j'ai écrit ça. Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire d'autres tests et puis de protéger mon code avec des tests automatisés, avec des tests de charge automatisés? Imaginez que vous travaillez dans une équipe et puis que vous avez un développeur qui ne sait pas comment la concurrence fonctionne et puis qui un jour va se dire « Oh, ben moi, je vais mettre un read. » Et puis en faisant quelques tests, « Oh, je vois que les performances sont meilleures. » Si vous avez écrit des tests automatisés qui font des mesures de performance, mais qui valident aussi la non-corruption de données, vous allez détecter ça. Si vous n'avez pas fait ça, ça va être très facile pour quelqu'un de l'équipe, ou vous, parce que vous aurez retrouvé votre code 6 mois plus tard et vous vous souviendrez plus des détails, ce sera très facile d'introduire des bugs. Donc, quand on écrit ce genre de test, c'est vraiment pour pouvoir protéger son code et puis détecter des modifications.
C'est pour se protéger d'erreurs humaines, mais imaginez que vous changez de serveur d'application, hein, vous avez votre code qui était en production dans, dans Glassfish, et puis un jour vous décidez de migrer à Wildfly. Est-ce que ces deux serveurs d'application, même s'ils implémentent la même norme, même s'ils implémentent les deux Java EE, est-ce qu'ils se comportent exactement de la même manière? Est-ce qu'ils ont implémenté tous les aspects de la norme correctement? Ben, si vous avez des tests automatisés, pas seulement des tests fonctionnels, mais aussi des tests de charge, des tests de concurrence, ben, vous pourrez répondre à cette question rapidement et avec conscience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir de cette petite expérience et de cette petite illustration. Donc avec ça, on a fait une première partie de la semaine qui est d'avoir utilisé les OJB, d'avoir compris que c'était des composants managés par le serveur d'application et puis que le serveur d'application gérait la concurrence de ces objets. Dans le cours, on parle aussi des stateless session bin, de la notion de pool, mais je ne vais pas en parler dans ce webcast, ça durerait trop longtemps. Dans la suite, on va passer à l'API REST et on va voir un autre standard, une autre spec de Java EE qui s'appelle JAX-RS.